Alors Stéphanie Villers, je me tourne vers vous, on a besoin de votre analyse. Pourquoi est-ce que ces oléoducs sont si importants pour Donald Trump? Je dirais pour deux raisons. La première, c'est que Donald Trump est un climato-sceptique. Il considère qu'il faut continuer à produire des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'il faut continuer à se chauffer au fioul ou mettre de l'essence dans sa voiture. Et pour ça, en fait, il veut promouvoir effectivement et développer le pétrole de schiste. Par contre, Obama avait mis ce projet de côté en considérant qu'il était peu rentable à long terme parce qu'il va y avoir une raréfaction de ses ressources naturelles. Lui considère que Trump considère que les problèmes environnementaux ont été surestimés et donc il remet ce projet en avant. Il y a aussi une deuxième raison, c'est qu'après le traité transpacifique qui a été mis de côté, il veut revenir aussi sur les oléoducs, c'est-à-dire qu'il veut mettre en application ses promesses de campagne. Est-ce que d'une manière générale, Trump a raison de miser sur le protectionnisme? Est-ce que ça ne va pas se retourner à un moment donné contre lui? Et comment ça se fait que, par exemple, la bourse de New York a clôturé cette semaine avec des indices positifs? Comment se fait-il que les marchés financiers lui fassent confiance? Bien, actuellement, effectivement, les marchés financiers achètent Trump. Alors, pour une raison essentielle, c'est que Trump leur a promis des baisses d'impôts massifs sur les sociétés, un passage de 35% à 15%. Alors, moins d'impôts, ça veut dire plus de bénéfices et donc surtout plus de dividendes pour les actionnaires. Donc, les actionnaires applaudissent. Par contre, je pense que l'euphorie risque d'être de courte durée parce qu'il y a énormément d'incertitudes sur le programme économique de Trump. Les baisses d'impôts sur les sociétés, ça ne veut pas dire systématiquement et automatiquement plus d'investissements. Les entreprises pourraient choisir davantage de miser sur leur cours de bourse, comme elles l'ont fait jusqu'à présent. Et s'il y a moins d'investissements, il y aura moins d'emplois à la clé. D'autre part, le plan de relance de 1 000 milliards d'euros dans les infrastructures, ça va coûter donc extrêmement cher et on ne sait pas qui le finance. Mais justement, ce plan d'investissement de grands travaux, en fait, ça pourrait creuser le déficit des États-Unis, qui est quand même très important, et ça pourrait avoir des retombées chez nous, éventuellement avec la montée des taux d'intérêt. Est-ce que c'est un scénario réaliste? C'est un scénario tout à fait plausible. Alors pourquoi déjà la dette américaine va augmenter? Pourquoi? Parce que moins de recettes fiscales à cause de ces baisses d'impôts, il va être d'un côté, et puis de l'autre côté, effectivement, il y aura plus de dépenses publiques pour financer ce plan d'infrastructure. Donc ça veut dire que la dette va augmenter sur les marchés financiers, et quand il y a plus de dettes qui arrivent sur les marchés financiers, les taux d'intérêt augmentent aussi. Et on a vu que, en général, les taux européens suivaient le mouvement des taux américains. Donc une hausse des taux aux États-Unis, normalement, doit enclencher une hausse des taux sur la zone euro. Alors, ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que ceux qui possèdent la dette américaine, ce sont les Chinois. Donc, comment est-ce qu'il va, Donald Trump, concilier cette dette américaine qui dépend des Chinois et sa guerre commerciale qu'il a commencé quand même très clairement avec la Chine? Oui, là, effectivement, il y a un rapport de force qui est biaisé. En tout cas, Donald Trump nous fait croire qu'il est libre de mener sa politique commerciale extérieure comme il l'entend. Par contre, comme vous disiez, effectivement, la Chine recycle en fait ses excédents commerciaux en achetant de la dette américaine. Et la dette américaine a besoin des financements et des investissements des pays étrangers, notamment la Chine. Donc, si Donald Trump veut monter de manière excessive les droits de douane sur les produits importés en Chine, la Chine pourrait dire en réponse, eh bien, nous n'achetons plus votre dette pour financer vos dépenses. Alors, on passe de la Chine en Europe. La première dirigeante étrangère, Theresa May, va rendre visite à Donald Trump. Alors, ils vont parler du Brexit, bien sûr. Le Brexit, pour Donald Trump, c'est une bonne nouvelle. En fait, ils sont un peu sur la même longueur d'onde, non? Absolument. D'ailleurs, c'est ce qu'il a déclaré, que la Grande-Bretagne avait tout intérêt, effectivement, à sortir de l'Union européenne et que l'Union européenne allait vers son délitement. Alors, pourquoi il fait ça? Là aussi, c'est toujours dans le même principe de la guerre commerciale. Son intérêt, c'est effectivement de mettre à terre l'Union européenne. Pourquoi? Parce que derrière, déjà c'est son premier concurrent commercial, et puis derrière, il y a la monnaie unique, l'euro, qui fonctionne très bien et qui concurrence le dollar. Et alors, Trump a absolument intérêt à conserver la suprématie du dollar comme monnaie internationale. Et la montée en puissance de l'euro qu'on a vue ces derniers temps, par exemple avec le Brexit ou avec le référendum italien, ça aurait pu créer des troubles sur la monnaie unique.
et on a vu qu'elle est restée totalement stable, c'est-à-dire que le reste du monde ne remet pas en cause la crédibilité de l'euro. Et là, c'est un signe adressé aux États-Unis, c'est-à-dire que maintenant, il y a une deuxième monnaie concurrente qui est en train d'émerger, c'est l'euro. Et là, les États-Unis voient ça d'un sale œil, puisqu'ils ont besoin d'avoir cette monnaie, le dollar, qui est la monnaie internationale, pour que tout le monde ait envie de financer leurs dettes. Cette semaine, le torchon brûle donc entre les États-Unis et le Mexique. Donald Trump a signé le décret qui lance la construction du mur. Le président mexicain a annulé sa visite. Alors, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il y a 11 millions de sans-papiers aux États-Unis. Donald Trump a aussi promis de lutter contre ces illégaux. La moitié de ces illégaux sont mexicains, mais ils travaillent. Ils font des petits emplois qui rendent service aux Américains. Comment, d'abord, il va les chasser et comment il va remplacer ces emplois aux États-Unis? Son discours, c'est qu'effectivement, il faut que les Américains récupèrent les jobs qui sont sur les territoires américains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les Mexicains et d'autres, les immigrés, font les jobs que les Américains n'ont pas tellement envie de faire. Et surtout, ils le font à des coûts très faibles. Donc, il n'est pas certain que les Américains aient envie de récupérer ces petits jobs pris par les immigrés à des salaires aussi bas. Donc ça va faire effectivement, peut-être que les Américains vont peut-être accepter, mais à des salaires beaucoup plus élevés. Là, ça va créer effectivement un risque de surchauffe au sein des États-Unis, parce que ça va augmenter l'inflation. Donc on le voit en fait, quand on analyse dans les détails, beaucoup de choses ne sont pas ou difficilement réalisables. Finalement, vous, comme économiste, vous avez l'impression qu'il y a une partie de son programme qui est quand même rationnelle, ou on est totalement dans le populisme? Alors, effectivement, il y a des bonnes idées. Effectivement, le protectionnisme n'est pas forcément à jeter, mais il devrait être concentré sur, par exemple, des secteurs de pointe. Et vouloir faire du protectionnisme sur l'économie traditionnelle, ça n'a pas de sens, parce que c'est une économie qui n'arrive pas à être rentable, et c'est pas avec les salaires américains qui vont pouvoir produire des pick-up ou des voitures de manière rentable. Donc ça va faire forcément augmenter les prix, donc ça n'a pas de sens économique. Voilà ce que je pense sur le projet de Trump. Madame Willer, merci beaucoup pour ces éclairages.